Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un accessoire avec un nom un petit peu barbare, par contre un accessoire très utile si ce n'est indispensable. Il s'agit des ADC, les Atmospheric Dispersion Corrector ou correcteurs de dispersion atmosphérique. Le nom est un petit peu barbare et impropre, en réalité on devrait plutôt parler de réfraction. D'ailleurs les Américains parlent plutôt de réfraction atmosphérique et le terme est déjà un peu plus compréhensible. Il s'agit en fait de la séparation des couleurs par les couches de l'atmosphère. Et donc finalement, une étoile n'est plus strictement une étoile, mais un petit spectre vertical, donc un petit arc-en-ciel vertical. Et ce phénomène est particulièrement visible donc à très fort grossissement, à partir de 150 fois. Et bien à fort grossissement, vous allez avoir ce problème, et c'est particulièrement valable en 2020, 2021, 2022, avec Jupiter et Saturne qui seront très très basses pour l'hémisphère nord. Et donc ce correcteur de dispersion atmosphérique est désormais accessible et abordable pour les astronomes amateurs depuis l'invention du premier ADC Pierrot Astro par Pierre Franquet, le fondateur du magasin Pierrot Astro. Il y a quelques années, il a donc eu l'idée de reprendre le principe des correcteurs de dispersion atmosphérique utilisés dans tous les observatoires professionnels, par exemple le VLT ou autre, pour en faire un accessoire possible et utilisable pour les astronomes amateurs. Son premier ADC Pierrot Astro Mark I a été ensuite copié par les Chinois, donc à savoir ZWO, TS Optics et Omegon. Et puis ensuite, Pierre Franquet a développé le Mark II avec des prismes un peu plus importants, et ensuite le Mark III qui permet une manipulation plus facile. Donc cet épisode est quelque part un petit peu une collaboration avec Pierre Franquet de Pierrot Astro, puisqu'il est quand même l'un des plus avertis à l'utilisation de ces équipements. Et il m'a donné un certain nombre de règles d'utilisation pour essayer de vous transmettre et de vous partager un petit peu cette philosophie. Donc dans cet épisode, nous allons parler du phénomène de ce que c'est que la dispersion atmosphérique, quelles sont les conséquences sur les images et comment, avec un correcteur de dispersion atmosphérique, on arrive finalement à récupérer ça. Nous allons voir ensuite le principe de fonctionnement du correcteur de dispersion atmosphérique et finalement les deux différents types entre les séries donc avec 2 tirettes et l'ADC Mark III de chez Pierrot Astro. Nous allons voir comment les combiner avec une lentille de Barlow, puisque ce qui va nous intéresser, c'est quand même de travailler avec un rapport focal sur diamètre élevé pour limiter un certain nombre d'aberrations chromatiques et en particulier d'astigmatisme. Et bien évidemment pouvoir travailler avec un échantillonnage adapté sur la caméra planétaire. Nous allons voir ensemble ensuite donc comment fixer votre correcteur de dispersion atmosphérique sur votre instrument en fonction du type de porte oculaire que vous avez. Nous allons voir ensuite comment régler ce correcteur de dispersion atmosphérique donc avec l'aide des petites tirettes selon 2 différentes méthodes, puisque moi j'ai ma propre petite méthode sur ce correcteur et je trouve ça plus intuitif, et c'est aussi une des raisons de la réédition, puisque je vous avais montré une méthode qui n'était pas la méthode préconisée au départ dans les manuels des constructeurs. Et ensuite, nous allons voir aussi comment utiliser l'ADC de chez Pierrot Astro. Nous verrons ensemble comment également utiliser une petite fonction du logiciel d'imagerie planétaire Fire Capture qui va nous aider à trouver le réglage. Vous allez voir que c'est hyper efficace. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses à voir dans cet épisode. Il est donc finalement complètement revu par rapport à la première édition. Donc voilà, vous verrez, il y a quelques petites nouveautés, quelques petites considérations supplémentaires. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, je vous propose de commencer avec la définition de ce que c'est que la réfraction atmosphérique. La réfraction atmosphérique, c'est un phénomène optique qui consiste en une trajectoire non rectiligne de la lumière à la traversée de l'atmosphère et qui est due donc à la variation de la densité de l'air en fonction de l'altitude. Et donc ce phénomène que l'on peut appeler également la réfraction astronomique, eh bien, il va pouvoir avoir pour effet de nous séparer les couleurs. En réalité, si les rayons de lumière qui arrivent d'une cible donnée, donc une planète par exemple, sont quasiment strictement parallèles jusqu'à ce qu'ils arrivent dans l'atmosphère terrestre, et bien ensuite ils vont être séparés en fonction des couleurs, et c'est ce que je vous propose de voir dans cette première animation. Comme vous le savez,
la lumière blanche est en réalité composée de toutes les couleurs du spectre, du violet au rouge, en passant par l'indigo, le bleu, le cyan, le vert, le jaune et l'orange. La réfraction atmosphérique sépare les couleurs tel un prisme. Chaque couleur sera déviée en fonction de sa longueur d'onde, en commençant par les plus courtes. Le violet, l'indigo, le bleu, le cyan, le vert, le jaune, l'orange puis le rouge. Prenons maintenant cette photo de notre Terre, prise depuis la Station spatiale internationale. Comme il fait nuit, la fine atmosphère de la Terre devient visible. Plaçons maintenant un observateur, il est passionné d'astronomie. Appelons-le Ludo, Guillaume, Laurent, Julien, Pascal, Cédric, Lionel, David, Philippe ou Jean-Luc. Enfin comme vous voulez. Saturne se trouve au-dessus de l'horizon et ses rayons de lumière pénètrent dans l'atmosphère. Et comme nous venons de le voir, ils sont déviés en fonction de leur longueur d'onde. Mais en fait, compte tenu de la grande distance, on peut considérer ces rayons comme parallèles, et chacun de ces rayons sont respectivement déviés. Ce qui nous intéresse en fait, ce sont ceux que notre observateur va effectivement recevoir dans son instrument, et ces rayons vont sembler provenir d'une hauteur différente en fonction de leur longueur d'onde respective. Alors ce phénomène, bien évidemment, nous allons le voir sur nos images. Si vous prenez ces deux photos de Saturne, l'une faite avec donc ce télescope et sans le correcteur de dispersion atmosphérique, et la deuxième faite avec ce télescope toujours, mais avec le correcteur de dispersion atmosphérique, vous pouvez voir que la division de Cassini est nettement plus franche sur la deuxième version. La raison en est simple, c'est que la division de Cassini fait à peu près 1 seconde d'arc en termes de dimension. Or, la dispersion atmosphérique, et vous avez ce graphe qui nous est fourni avec le manuel de l'ADC de chez Pirou Astro, eh bien, elle nous montre bien que même déjà à partir de 30 degrés de hauteur, eh bien, la différence entre le rouge et le bleu, elle est quand même assez importante puisqu'elle est de l'ordre de 1 seconde d'arc déjà. Donc en fait, même avec une planète à 30 degrés au-dessus de l'horizon, eh bien, on va commencer à avoir ce phénomène de couleurs qui vont baver et on va perdre clairement en définition. Alors bien évidemment, notre imagerie couleur, avec une caméra couleur, nous allons avoir 3 couches. Nous allons pouvoir tenter de les recombiner simplement en alignant les 3 couches l'une sur l'autre. Mais néanmoins, le phénomène n'est pas parfait et il reste encore une perte de définition. Et c'est vraiment ce que l'on vise à corriger avec un correcteur de dispersion atmosphérique. Si en revanche, votre planète est à 20 degrés au-dessus de l'horizon, vous allez voir que le rouge aura été dévié de 0,8 secondes d'arc, mais 2,6 secondes d'arc pour le bleu, ça fait 1,8 secondes d'arc de différence, c'est quand même déjà assez énorme. Et 15 degrés au-dessus de l'horizon, eh bien, on est à 2,4 secondes d'arc donc de différence entre le rouge et le bleu. 15 degrés au-dessus de l'horizon, c'est à peu près la hauteur à laquelle nous allons avoir Jupiter et Saturne en 2020, 2021 et 2022. Donc là, ça commence à devenir vraiment très significatif en termes de dispersion atmosphérique. Et si vous n'avez pas donc un correcteur de dispersion atmosphérique, ça va être difficile de faire des images vraiment très très sharp. J'ai pu donc essayer ce correcteur tant sur une lunette, par exemple une Tech 150 mm donc de diamètre. Bien sûr, je l'utilise avec ce télescope de 400 mm et je peux vous garantir qu'il y a un vrai gain, il y a une vraie différence. Même sur la Lune, j'ai pu faire le test pas plus tard qu'il y a 2 jours. Eh bien, quand je ne mettais le correcteur à pas de correction ou le correcteur avec une correction, et pourtant j'étais à 30 degrés de hauteur, eh bien on voyait bien qu'on avait un phénomène un petit peu global de flou, de voile sur la Lune sans la correction, et on retrouvait une image vraiment piquée, contrastée, sharp, avec le correcteur de dispersion atmosphérique. Vous noterez qu'on utilise quand même le terme de dispersion, même s'il faudrait utiliser le terme de réfraction. Dispersion, c'est quand même dans le sens qu'on va pouvoir rassembler. Ce n'est pas non plus le terme de diffusion, où là, la diffusion atmosphérique, c'est quelque chose qui n'est pas récupérable clairement. Donc au final, notre correcteur de dispersion atmosphérique, je peux vous le garantir, c'est un équipement très efficace. Très efficace à partir du moment où il est bien réglé et où on a bien compris son fonctionnement. Et je vous propose donc de voir quelles vont être les règles d'utilisation de ce correcteur de dispersion atmosphérique. Alors maintenant, passons à la pratique et voyons un petit peu comment fonctionne votre ADC. Vous avez ici l'ADC Mark III de chez Pirou Astro et un ADC ZWO qui sera représentatif donc des productions chinoises, mais aussi pour son fonctionnement et son réglage des ADC Mark I et II de chez Pirou Astro.
Donc votre ADC, en fait, il est constitué en 3 parties. Vous avez une première partie qui va être un adaptateur pour votre porte oculaire, une deuxième partie qui va être un adaptateur pour y recevoir un oculaire ou y mettre par exemple une caméra planétaire. Et vous avez donc la partie bloc optique. Donc nous allons regarder ensemble déjà comment fonctionne et comment utiliser ce bloc optique. Vous avez donc devant vous les 2 parties optiques finalement des ADC, le Mark III de chez Pyroastro, et puis tous les autres fonctionnent sur un principe un petit peu différent. En fait les deux bien évidemment reposent sur un principe de 2 prismes qui se situent à l'intérieur, que vous pouvez voir là un petit peu par reflet, et en fait quand on vient faire tourner les prismes, on va faire varier la correction. Donc initialement, l'ADC Mark I de chez Pyroastro fonctionnait comme celui-ci avec des prismes de 2 degrés chacun et donc sur ce principe mécanique, vous avez 2 gorges et vous allez pouvoir orienter vos prismes. Donc vous avez un prisme qui va tirer comme ça et un prisme qui va être à l'opposition, vous allez voir. Donc quand vous allez tourner ici et ici, vous avez la correction maximale et en fait, le principe est à chaque fois d'avoir l'horizon correspondant à l'image sur l'oculaire, vous avez l'horizon qui est sur cet axe-là, et ensuite vous apportez votre correction en faisant dévier la lumière, et vous voyez que la lumière elle a été déviée, et en plus de cela, bien évidemment, on aura compensé la dispersion atmosphérique. Alors la difficulté, et ça a été la remarque de Gérard Thérin, qui a conseillé Pierre Franquet, la problématique, c'est que vous allez donc devoir régler d'un côté finalement l'angle et de l'autre côté la force de votre correction, et ce avec finalement les 2 mêmes manipulations. Le problème c'est qu'en plus de ça, avec la rotation de votre instrument du fait d'une monture équatoriale par exemple, vous allez devoir compenser cette rotation puisque votre instrument va tourner progressivement vers la droite si vous êtes sur l'hémisphère nord. Donc cet ADC fonctionne bien sûr, mais il n'était pas très pratique, et c'est pour ça donc que Gérard a demandé à Pierre de concevoir le Mark III. L'idée du Mark III, en fait, c'est que vous avez les 2 prismes qui sont bien sûr à l'intérieur, et vous avez un bouton ici qui est rotatif. Donc, quand vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous n'avez pas de correction. Et quand vous allez le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, là, à ce moment-là, vous avez une correction. Et cette correction, elle se fait sur plus d'un tour, il me semble. Donc, on a quand même pas mal de précision. Et vous allez changer l'angle de la correction simplement en tournant cette fois le bouton, mais cette fois sur cet axe de rotation. Donc l'intérêt de cela, c'est que vous n'allez pas changer la force de la correction au fur et à mesure de votre rotation. Et inversement, quand vous allez changer la force de la correction, vous n'allez pas changer son angle de correction. Donc là, à ce moment-là, il va être beaucoup plus précis à utiliser. On notera une deuxième chose, c'est que la fenêtre, donc la taille des prismes de l'ADC Mark II et Mark III de chez Pyroastro, puisqu'ils ont les mêmes prismes, est un petit peu plus grande. Donc ça va être assez utile. Ça dépendra des oculaires que vous allez utiliser. Si vous utilisez un oculaire comme le 12 mm que j'ai, donc avec 60 degrés de champ apparent, vous voyez que je n'ai absolument pas de problème finalement de vignettage de diaphragme de mon image. En revanche, si vous utilisez un oculaire dont donc 31-75 bien sûr, mais cette fois qui exploite le plein coulant, et bien là vous allez voir que vous allez avoir carrément un effet de diaphragme qui va se faire sur l'entrée de votre oculaire. Et donc là-dessus, bien évidemment, si vous utilisez des oculaires en 31-75 mais avec un très grand champ apparent qui va faire 82, 100, voire surtout 100 voire 120 degrés, et bien là à ce moment-là vous allez exploiter le plein coulant. Et un ADC comme les ADC, donc ZWO, TS Optics ou Omegon ne vont pas suffire. Il faudra passer sur un Mark II ou un Mark III de chez Pyroastro. Voilà, ça c'est quand même un point important à noter par rapport au choix entre l'un et l'autre, une fois de plus. On notera une autre chose, donc les prismes de l'ADC de chez Pyroastro, Mark II et Mark III font 2,5 degrés en termes d'angle, alors que le Mark I et puis les Made in China sont à un prisme qui fait 2 degrés, donc on voit que la correction, quand on les met toutes les deux au maximum, elle est un peu plus forte sur le Mark III qu'elle n'est sur les ZWO et autres, donc ça c'est quand même une chose qui est importante si vous voulez travailler sur des cibles extrêmement basses. Dernière chose, au niveau des prismes, là encore,
On notera une chose, c'est que d'une, les prismes de chez Piero Astro sont vraiment testés et garantis à lambda sur 10. Je rappelle que quand on traverse le verre, le lambda est 2 fois moins important que quand on se réfléchit dessus, donc ça équivaut, on va dire, en termes de précision, à un miroir à lambda sur 20 quelque part. Donc ça c'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est qu'ils ne sont pas faits en B-cassette, mais ils sont faits, il me semble, en silice. Et là, il y a quelque chose d'assez important, c'est que le B-cassette ne laisse pas passer l'ultraviolet. Donc si vous voulez travailler sur Vénus, avec un filtre UV Vénus, eh bien on évitera les ADC comme le ZWO, on ira plutôt sur l'ADC Piero Astro, qui sera beaucoup plus permissif vis-à-vis donc de la lumière ultraviolette. Je vous propose maintenant de voir comment nous allons intégrer notre ADC donc dans la chaîne optique de notre instrument. En fait, nous allons être confrontés à 4 contraintes qu'il va falloir comprendre et ensuite trouver une bonne solution. On serait tout simplement tenté de mettre notre ADC sur notre porte oculaire et de mettre notre oculaire, par exemple à 5 mm derrière. Le seul problème, c'est qu'avec ce montage, vous allez rajouter un tirage ici qui fait de l'ordre de 65 mm. Et donc le problème, c'est que vous n'allez pas réussir à faire la mise au point sur votre oculaire. Donc la première contrainte, c'est tout simplement une contrainte mécanique de tirage et de dimension dans l'espace. La deuxième contrainte, c'est le fait simplement que votre ADC va travailler à l'aide d'un prisme. Donc voici tout simplement un prisme, c'est un prisme d'une paire de jumelles, et quand je l'approche donc devant la caméra, eh bien vous pouvez voir que suivant l'angle du prisme, la déviation n'est pas la même, et surtout finalement notre image elle est comme contractée en fonction de l'angle. Et le problème, c'est que dans votre porte oculaire et donc à l'entrée de votre ADC, les rayons de lumière de votre télescope sont en train de converger vers le point focal de votre instrument. Donc quand votre lumière va arriver finalement dans votre prisme, eh bien la déviation ne va pas être la même et le travail du prisme ne va pas être le même. Il va introduire finalement un effet d'astigmatisme qui va être quand même relativement important. Donc les prismes d'un ADC, même s'ils ont un angle de 2 degrés ou 2,5 degrés, on n'est pas du tout sur un angle de 45 degrés comme celui-ci, on va se retrouver avec un astigmatisme et ça c'est absolument rédhibitoire. La troisième contrainte, en fait, va être la contrainte de l'échantillonnage de notre caméra planétaire si on fait de l'astrophotographie planétaire. Et donc, à partir de ce moment-là, bien évidemment, si notre image elle est trop petite, on va perdre de l'information. Donc là-dessus, on prend une Barlow et le rapport de grandissement de la Barlow se calcule. Donc, on a vu cette règle-là dans l'épisode qui s'appelle la règle d'or de l'échantillonnage. Je vous redonne le résultat de cet épisode. Donc le rapport focal sur diamètre total du couple instrument et Barlow doit être égal à 3,438 fois la taille en pixels de votre capteur. Ici, ce sont des capteurs de 375 micromètres. Donc au final, le grandissement de ma Barlow doit être égal à cette valeur, le rapport focal sur diamètre final, divisé par le rapport focal sur diamètre de l'instrument. Donc 3,438 fois la taille en micromètres de mon capteur, enfin des pixels, divisé par le rapport focal sur diamètre. Mon télescope de 400 mm a un rapport FD à 4,5 et ça me donne au final un grandissement d'une Barlow de 2,8 fois. Alors vous allez me dire, oui mais là j'ai une Barlow de 2 fois. Alors dans les faits, il faudrait une Barlow d'environ 3 fois. Mais le facteur de grandissement d'une Barlow n'est pas strictement égal au chiffre qui vous est indiqué sur la Barlow. On en reparlera et on fera des démonstrations sur un épisode dédié au Barlow, mais je vous redonne simplement la formule. La formule de calcul du facteur de grandissement est égale à G est égal à T sur F plus 1. Donc T, c'est le tirage optique entre la Barlow ici et le plan focal de notre capteur. Donc si ils sont confondus, je rappelle le plan focal est à peu près ici, s'ils sont confondus là avec ce montage, j'ai un grandissement de x2. Si je m'éloigne par exemple à cette distance-là, qui correspond à peu près à la moitié ici, et je me retrouve avec un grandissement de 3 fois. Si par contre la distance ici est au double, et bien là, à ce moment-là, je me retrouve avec un grandissement de 4 fois. Et donc si on applique en fait ce raisonnement, en fonction du tirage que l'on va mettre entre la Barlow
et le capteur, eh bien l'échantillonnage va être impacté, l'image va être, si elle est suréchantillonnée, elle va être trop sombre et finalement assez floue. Si elle est sous-échantillonnée, on perd de l'information, donc il va falloir jouer avec ça. Et dans notre affaire, donc, si on combine avec la notion de l'astigmatisme, eh bien là, à ce moment-là, il va falloir insérer notre ADC entre les deux. Et là, le problème, c'est que l'ADC ne va faire son travail qu'entre les prismes et le capteur. Donc il va falloir mettre le positionnement des prismes au plus proche de la Barlow, mais ça peut poser un problème, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Alors voyons maintenant comment nous allons utiliser notre ADC. On l'a dit, notre ADC s'utilise de façon optimale avec une Barlow, donc pour un rapport focal sur diamètre entre f15 et f20 à peu près. Donc on est obligé de placer une Barlow devant votre ADC et on mettra ensuite un petit porte-oculaire de façon à mettre un oculaire ou une caméra. Donc typiquement, si vous prenez un ADC comme le ZWO, vous allez le recevoir de cette façon-là. Il sera monté avec un coulant donc en 3175 à l'avant. Ensuite, vous avez votre ADC et typiquement, vous allez mettre votre oculaire, par exemple, voilà mon 12 mm. Si vous faites ce montage, vous allez avoir un petit problème. C'est que vous avez vos prismes qui sont ici, votre lentille de Barlow est ici, et vous avez le plan focal de votre oculaire qui est à peu près situé ici, généralement. Certains sont plus ou moins rentrants, mais globalement, ça va être à peu près cette position. Donc vous voyez que les prismes vont pouvoir faire leur effet dans la compensation de la dispersion atmosphérique sur cette distance, alors que finalement, les rayons lumineux qui ont traversé la Barlow, eh bien, ils ont parcouru toute cette distance-là. Donc il ne faut surtout pas faire ce type de montage-là. Finalement, votre ADC sera très peu efficace. Alors si vous avez une Barlow courte, c'est quand même un petit peu mieux. Là, c'est une 2 fois. Hop. Là, vous voyez que vous avez ce ratio par rapport à ce ratio. Donc là, bon, on est un petit peu mieux, mais c'est pas du tout l'idéal. Donc ça, à chaque fois que vous allez utiliser les ADC type ZWO et autres, vous allez être confronté à ce problème-là. Et là-dessus, Pierre Franquet de Pyro Astro a eu l'idée de faire concevoir ces petites bagues qui sont absolument géniales. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez la visser à l'avant de votre ADC. Voilà. À l'arrière, vous allez pouvoir mettre un petit porte-oculaire par exemple, ou des bagues T pour augmenter le tirage, et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire, vous allez voir. Et enfin, ce que nous allons faire, nous allons prendre le groupe de lentilles de notre Barlow, et comme certains, comme Télévue, ont des pas de vis complètement propriétaires, là vous avez différents types de pas de vis, mais là, en fait, vous allez tout simplement le mettre à l'intérieur. Vous prenez un petit tournevis et vous avez des petites vis en nylon à tourner. Une et deux, et votre groupe de lentilles de Barlow se trouve donc positionné immédiatement à l'avant de votre montage. Avec ce montage, qu'est-ce que nous obtenons? Nous avons la lentille de Barlow qui est ici, les prismes qui sont ici, et toute cette distance pour faire la correction. Donc, je le rappelle, nous avions dans l'autre cas la lentille de Barlow ici, les prismes ici et le plan focal ici. Donc vous pouvez voir qu'avec ce montage-là, on obtient le même tirage final et on peut faire varier le tirage là. Notre objectif, c'est éventuellement de ne pas toucher au coefficient multiplicateur de la Barlow et vous pouvez voir qu'on n'a quasiment rien touché. Il suffirait de retirer une de ces petites bagues d'adaptation. Donc ça, c'est un lot de 4 bagues en M42 qu'on trouve vraiment pas cher. Je vous mets un lien dans la description, ça se trouve chez AliExpress. Ça a été donc tourné par la société SkyMecha, à nouveau sous commande de Pyro Astro. Donc vous pouvez commander cette partie-là chez Pyro Astro. Je vous mets 2 références dans la description. Et donc avec ce montage-là, vous allez avoir un ADC qui va vraiment travailler de façon optimale. Ce qui est bien, c'est que ce montage, vous allez pouvoir le réutiliser et le faire aussi sur un ADC de chez ZWO. Et donc là, je sens que Pierre va avoir pas mal de commandes, puisque à l'avant du ZWO, vous êtes en M42 femelle, donc vous pouvez visser la partie adaptation. Donc après ça, ce que vous faites, c'est que vous utilisez cette partie-là qui va faire aussi office de conversion de genre, mais on ne va pas la mettre en premier, on va mettre les bagues M42, donc les bagues à longe, vous allez la mettre derrière, comme ceci, et là vous mettez votre oculaire.
Et donc là, vous allez utiliser le ZWO avec le bloc de prisme directement collé à la Barlow et toute cette longueur-là pour faire le tirage. Donc je rappelle, on est quasiment sur le même tirage que la Barlow Télévue 3 fois d'origine. Donc ça, c'est la solution, si vous voulez, pour utiliser vraiment votre ADC ZWO dans les meilleures conditions finalement d'efficacité optique. Et là, vous verrez qu'il marche superbement bien. Alors là, je vous montre le cas où vous utilisez une caméra planétaire un peu de type ce que j'appelle stylo. Mais si vous utilisez une caméra comme la ZWO ASI 224 MC par exemple, eh bien celle-ci dispose directement d'un pas de vis M42 femelle. Donc en fait, vous la vissez directement ici. Et là, à ce moment-là, vous avez directement le montage qui est bon. Alors le problème, ça va être l'orientation des prismes par rapport à la caméra. Il va falloir peut-être trouver une solution voilà, pour avoir vos tirettes qui soient bien orientées par rapport à l'axe de votre caméra. Mais néanmoins, vous allez avoir un montage intégralement vissé jusqu'à la caméra. Donc ça, c'est absolument impeccable pour éviter toute espèce de tilt. Alors concernant l'utilisation d'un ADC en observation, il y a aussi des petites choses à dire. J'ai dû vous paraître un petit peu évasif lors de l'épisode sur comment choisir la focale de ses oculaires, et c'était un petit peu volontaire. Gros, c'est filou. Non, petit filou. Bon d'accord, je suis un gros filoute quand même. Donc en fait le truc il est simple, c'est que pour utiliser un ADC, on l'a dit à cause des problématiques d'astigmatisme, on est obligé d'utiliser une lentille de Barlow en amont. Et donc on va choisir une lentille de Barlow. L'idée c'est de faire un petit peu comme ce qu'on a fait finalement dans le choix de la Barlow pour donc notre caméra planétaire. Donc on a dit qu'on amenait le rapport focal sur diamètre à peu près à 15, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Mais en réalité, comme on l'a dit également, si vous jouez sur les différentes bagues de tirage, vous allez modifier le coefficient multiplicateur de votre Barlow. Donc on va utiliser un oculaire entre 12 et 15 mm de focale à peu près, et en fait on va jouer là-dessus. Donc je vous avais recommandé de vous acheter un oculaire pour avoir une pupille de sortie de 6 mm, donc on était sur un oculaire dont la focale était égal à 6 fois le rapport FD de l'instrument. Ensuite, je vous ai recommandé un deuxième oculaire dont la focale était égale à 3 fois le rapport FD de l'instrument. Et donc, dans le cas, par exemple, de mon Newton, voilà, d'un Newton à F5, eh bien, 5 x 3, ça nous fait 15, et c'est à peu près le rapport FD, en fait, qu'on a là. Et là, c'est toujours valable, puisque on est rapport au rapport focal sur diamètre. Donc, si vous prenez un oculaire dont la focale est égale à peu près finalement au rapport focal sur diamètre de notre montage, donc par rapport à la Barlow, eh bien en fait on va se retrouver dans les clous pour avoir un grossissement de 1 fois D. Or, c'est à peu près la base pour aller chercher ensuite l'image nette, mais le grossissement maximum que peut permettre votre télescope. Donc typiquement, moi je prends un oculaire de 12 mm parce que je suis plutôt à f13 à peu près. Et donc avec mon oculaire de 12 mm, suivant que je le place plutôt en retrait, éventuellement en ajoutant des bagues, ou suivant que je le place en le rapprochant de la Barlow, je vais pouvoir chercher effectivement ce grossissement, donc adapté. Mais néanmoins, il y a quelques petites règles à considérer, et cette règle, elle concerne finalement le diaphragme d'entrée de votre oculaire. Tout ne va pas être possible. Et là, vous allez voir qu'il y a quand même un intérêt, dans certains cas, à utiliser et à retenir vraiment l'ADC de chez Piero Astro, donc le Mark II ou le Mark III. La raison, elle en est simple, et je vous affiche donc un tableau à l'écran, c'est que vous avez une relation entre donc, le diaphragme d'entrée que vous trouvez à l'entrée de votre oculaire, son champ apparent et sa focale. Donc vous pouvez le calculer selon 3 formules, puisqu'en fait c'est les opérandes qui se renversent. Diaphragme égale champ apparent multiplié par focale divisé par 57,3. Focale égale 57,3 fois champ apparent divisé par diaphragme, ou, et c'est celle qui va nous intéresser, le champ apparent est égal à 57,3 fois le diaphragme divisé par la focale. Et donc ce qui se passe, vous avez ce tableau final, donc où vous avez les champs apparents des différents oculaires usuels sur le marché de 40 à 120 mm, et vous avez la focale de vos oculaires. On a dit, on va aller chercher une focale entre 12 et 15, et éventuellement 20 si par exemple vous êtes avec un rapport focal sur diamètre à 20, vous allez le voir à la fin de l'épisode, par exemple c'est ce que fait Philippe Moudiguet.
Et là, à ce moment-là, en fonction, voilà, vous allez utiliser de toute façon un oculaire en 31-75, déjà pour la simple raison qu'il n'existe pas de porte-oculaire 2 pouces qui se mettent sur du pas de M42. Ça existe, mais c'est extrêmement cher et c'est très rare. Et donc là-dessus, déjà, pour rentrer dans un champ apparent, enfin dans un coulant, donc de 31-75, le diaphragme d'entrée maximum c'est 27 et quelques millimètres. Donc 27,6 je crois. Et donc du coup c'est pour ça que vous avez tout un coin qui est grisé, parce que ce sont des oculaires qui sont tout simplement pas possibles à construire. Ensuite en rouge vous allez avoir des oculaires qui vous feraient du diaphragme même avec l'ADC de chez Piero Astro. Et si je prends par exemple un oculaire de 80 degrés de champ apparent mais de 18 mm de focale, il fait 25,1 donc de diaphragme d'entrée, et en fait on est supérieur à la taille des prismes et de la fenêtre utilisable sur l'ADC de Piero Astro. Donc en rouge vous les oubliez également. Et là en orange vous avez cette petite différence entre l'ADC de chez Piero Astro, les marques 2-3, et les ADC de CWO et autres. Donc si par exemple vous voulez utiliser un oculaire de 80 degrés de champ apparent avec 17 mm de focale, ce ne sera pas possible avec l'ADC ZWO, puisque vous allez avoir un phénomène donc de vignettage. Et encore, cette fenêtre, elle est valable si votre oculaire est vraiment au plus proche de vos prismes. Donc si on avait notre oculaire qui serait vraiment dans cette position-là par rapport à nos prismes. Le problème, c'est que notre oculaire, il est plutôt là. Et nos rayons sont en cours d'être en train de converger. Donc c'est là où finalement, sur tous les oculaires que vous voyez ici présentés, vous allez commencer à mesure que vous allez être, donc notamment peut-être, alors c'est arbitraire, hein, mais sur les cases en jaune, vous allez avoir un phénomène sans doute de diaphragme, même avec un ADC ZWO. En orange, vous auriez commencé peut-être à avoir un diaphragme avec un oculaire donc sur l'ADC de chez Piero Astro. Donc là aussi, il y a des règles à respecter, mais l'avantage de ce montage, c'est qu'en jouant sur le tirage, vous allez pouvoir chercher la vraie performance effective finalement de votre instrument avec ce deuxième oculaire que je vous avais recommandé. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas recommandé des oculaires voilà, avec finalement du 1xD directement. Alors je vous propose de voir maintenant comment nous allons utiliser notre ADC vis-à-vis de notre instrument et comment nous allons le positionner. Donc là-dessus j'ai retiré les barlots et toutes les bagues de tirage, sinon on n'aurait pas la place sur l'écran, mais vous comprenez bien que vous avez le positionnement qu'on vient de voir avant. Donc si vous utilisez une lunette ou un Maxutov, un Schmidt Cassegrain, un instrument catadioptrique, donc vous regardez par l'arrière de votre instrument, et bien vous allez faire le montage suivant. Vous allez mettre votre ADC avec, donc pour les premières générations, les 2 tirettes sur la droite correspondant à l'horizon, pour la très bonne et simple raison que votre image elle est inversée au bas gauche droite. Donc vous avez le haut de votre image qui est ici. Et c'est par rapport à ce haut de notre image qu'on va justement s'orienter par rapport au positionnement de nos prismes. Et pour augmenter la force de votre correction, vous allez pousser les deux tirettes comme ceci. Et là, vous avez par exemple la correction maximale. Vous pouvez mettre par exemple une caméra planétaire. Et là, vous avez le montage qu'il faudra réaliser. Si par contre vous voulez faire de l'observation, bien sûr, vous allez vouloir utiliser un renvoi coudé. Alors on serait tenté de mettre notre renvoi coudé en premier. Là-dessus, cette fois, le haut de l'image est en haut, l'image est inversée uniquement droite-gauche. Donc vous allez devoir mettre votre ADC comme ceci. Et en fonction de la correction à apporter, vous allez écarter vos 2 tirettes comme ceci. Et donc vous avez un montage comme ça. Alors oui, effectivement, cette solution, donc là vous pouvez mettre une caméra, vous pouvez mettre un appareil photo, vous pouvez mettre également un oculaire, et on serait tenté de penser que ça va bien marcher. Mais comme on l'a dit, le tirage, il faut le mettre entre l'ADC et l'oculaire, par exemple, par lequel vous allez regarder. Donc, comme vous avez un renvoi coudé qui va déjà vous rajouter quand même une certaine distance de tirage, il va vous rajouter ça en tirage quand même, hein, sur votre montage, eh bien il vaut mieux l'utiliser justement à notre profit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le renvoi coudé, et on va le placer plutôt derrière votre ADC. Donc cette fois,
Donc on a toujours la barre devant, bien sûr. Et là, vous allez le placer comme ceci. Là, à ce moment-là, vous mettez votre caméra, par exemple. Et là, on comprend que la lumière, elle aura eu sa lentille de Barlow. Elle passe sur le groupe de prismes avec le bon rapport focal sur diamètre, donc le bon angle de convergence, le plus faible possible. Et elle va avoir toute cette distance-là pour que l'ADC puisse faire son travail. Donc, c'est plutôt ce montage-là qu'il faut réaliser, sinon vous n'allez pas avoir le maximum de la correction possible de la part de votre ADC. Et donc là, avec un montage comme celui-ci, là vous allez avoir quelque chose qui va fonctionner correctement, l'ADC aura fait son travail. Donc typiquement sur un instrument à F10, j'aurais tendance à vous conseiller de prendre une Barlow x2 et de faire ce montage-là, et là vous allez avoir quelque chose qui va plutôt bien marcher. Si maintenant vous utilisez l'ADC de type Mark III de chez Piero Astro, et bien de la même façon, la correction apportée, elle s'apporte dans cet axe-là, donc on met le bouton sur la droite tout simplement, et là vous pouvez donc mettre votre caméra par exemple, ou votre renvoi coudé, comme nous venons de le voir. Dans le cas d'un télescope Newton, c'est un petit peu plus compliqué. Votre télescope Newton, vous allez avoir 3 cas de figure. Soit vous allez avoir le porte-oculaire vers le haut, le porte-oculaire vers la gauche ou le porte-oculaire vers la droite. Moi personnellement sur mes strokes c'est toujours un porte-oculaire vers la droite puisque lors de l'observation avec la rotation du ciel on le tire vers soi, toujours un peu plus précis qu'en le poussant. Voilà, ça reste subjectif, après moi j'ai un œil directeur gauche en plus. Donc là-dessus le haut de l'image est ici, le bas de l'image est ici. Donc typiquement je positionne mon ADC. Donc typiquement je positionne mon ADC comme ceci, mes tirettes font un angle de 35 degrés par rapport à l'avant de l'instrument. Et donc ma correction maximale est apportée ici si on a le réglage d'origine des ADC de première génération. Si vous utilisez l'ADC Mark III de chez Piero Astro, ça va être le même principe, vous allez mettre le bouton sur la droite. Si maintenant votre porte-oculaire est vers le haut, bah, tout simplement vous allez mettre votre tirette et votre réglage vers la droite, et si par contre il est vers la gauche, eh bien il va être ici, donc vous allez l'orienter vers la droite, et donc c'est comme ça que vous allez utiliser donc votre ADC de façon optimale. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'utilisation sur un télescope Newton, tout en considérant bien évidemment qu'on avait la lentille avant, qu'on avait éventuellement le correcteur de coma, et qu'on a après derrière les différentes bagues de tirage nécessaires selon la situation. Un logiciel comme FireCapture va pouvoir vous aider énormément. Alors la première chose à faire, c'est déjà d'orienter correctement la caméra de façon à avoir une image vraiment dans le sens réel, c'est-à-dire le bas donc en bas et la droite à droite, etc. Donc là vous avez une petite option à cocher avec ces 3 cercles là qui va vous indiquer en haut à gauche de l'écran, c'est pour ça que j'ai utilisé les curseurs, donc un rond rouge et un rond bleu qui va vous indiquer de savoir s'il y a de la dispersion atmosphérique ou pas sur l'image finale. Et donc ça c'est le résultat que l'on va chercher à obtenir à la fin. Si jamais vous n'avez pas assez de correction, le bleu sera en haut et le rouge sera en bas. Dans le sens inverse, si vous avez trop de correction, le bleu sera en bas et le rouge en haut. Et si par contre l'angle des prismes n'est pas bon par rapport à la verticalité, horizontalité, eh bien vous aurez le cercle bleu à droite et le cercle rouge à gauche. Et à la fin de votre opération, vous avez les 2 cercles qui se superposent parfaitement. Et là, vous pouvez savoir que votre correcteur de dispersion atmosphérique est bien réglé. Alors une petite astuce concernant l'utilisation de l'ADC, par exemple type ZWO. Personnellement, je ne place pas mes tirettes de cette façon-là pour avoir le maximum de correction avec mes 2 tirettes en opposition. Et donc c'est une des raisons de la réédition de cette vidéo, c'est que j'avais un de mes prismes qui était inversé, je m'en étais pas rendu compte en fait. Je trouvais ça tellement logique, vous allez voir. Donc il suffit de dévisser et puis de retrouver, vous avez 2 pas de vis opposés à 180 degrés. Voilà. Et donc là, quand j'ai mes 2 petites tirettes qui sont ensemble, en réalité vous avez le maximum de la correction. Et quand vous allez les mettre en opposition l'une de l'autre, vous n'avez plus aucune correction. Donc ça, je trouve ça personnellement très très pratique d'agir de cette façon-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, vous utilisez vraiment l'ADC quand votre planète est basse, par exemple. Donc, vous allez l'utiliser en ajoutant de la force au niveau de la correction. Donc, il est beaucoup plus facile de comprendre la médiane, et là, on va raisonner sur la verticale et non pas sur l'horizon. Donc, comme vous vous en doutez, je trouve ça personnellement beaucoup plus intuitif parce qu'on sent dans quel sens on va réaliser la correction par le principe tout simplement d'addition de 2 vecteurs.
Si vous choisissez d'utiliser ma méthode dans le positionnement des prismes, eh bien le point de repère est toujours le haut de l'image. À savoir que si vous avez une lunette où un Schmidt casse-grain, l'image est donc inversée dans les deux axes. Le haut est ici, vous mettez les deux tirettes ensemble au départ, donc vers le bas. La correction minimale est obtenue avec les deux tirettes à l'horizontale, tout simplement. La correction devient de plus en plus importante et devient maximale quand les deux tirettes sont à la verticale vers le bas, tout simplement. Si vous choisissez d'utiliser un renvoi coudé, même si généralement on utilise un ADC pour une cible donc basse sur l'horizon, donc c'est pas forcément strictement nécessaire, vous mettez donc cette fois les deux tirettes vers le haut de l'image. Elle a été corrigée sur l'axe donc au bas, donc le haut de l'image se trouve en haut, vous mettez les deux tirettes vers le haut pour la correction maximale et vous les amenez à l'horizontale pour la correction minimale. Bien sûr, avec ce montage, on n'oublie pas que le montage Barlow ADC et puis ensuite oculaire ou imageur doit respecter les distances que nous allons voir après. Enfin, si vous utilisez un Newton, eh bien, même chose, le haut de l'image se trouve en bas avec un angle de 135 degrés par rapport à l'axe si le porte-oculaire est sur la droite. Correction maximale ici, correction minimale avec donc les deux tirettes proches de l'horizontale. Et c'est finalement assez intuitif puisque vous avez aussi le logo donc ZWO qui se trouve en haut. Voilà, donc ça c'est quand vous avez votre porte-oculaire sur le côté. Le porte-oculaire en haut, vous allez mettre les deux tirettes tout simplement vers vous, là encore avec le même principe. Et ensuite sur un porte-oculaire donc à 45 degrés sur la gauche, même chose, les tirettes sont donc finalement vers le bas, 135 degrés par rapport à l'axe optique, correction maximale ici, correction minimale avec les deux tirettes à l'horizontale. Si par contre vous vous retrouvez à une session d'observation avec des amis, dites-leur que vous l'avez monté à l'inverse parce que sinon ils ne vont pas tout comprendre. Alors notre montage, en fonction donc du porte-oculaire de votre télescope, vous allez avoir 4 façons de pouvoir le mettre sur votre télescope. Premier cas, vous avez l'adaptateur AC105 de chez Pyroastro, c'est-à-dire l'adaptateur en M42, vous avez un porte-oculaire en 3175. Vous prenez un adaptateur 3175 vers M42 ou T2, vous le vissez devant, la lentille de Barlow est à l'intérieur de l'adaptateur, et vous pouvez mettre votre montage comme ça dans votre télescope. Donc cette solution, elle va marcher à la condition d'avoir un plan focal qui soit quand même un minimum sorti du porte-oculaire, puisqu'il faut que la Barlow soit en avant du plan focal. Ça c'est quand même important et je n'ai pas la garantie de vous dire que ça va marcher. La deuxième chose que l'on notera quand même malgré tout, c'est bien évidemment que vous êtes en 3175, vous avez une possibilité d'avoir du tilt. La deuxième méthode, c'est si vous n'avez pas justement ce tirage suffisant ou si vous n'avez simplement pas envie d'investir dans le petit adaptateur de Pyroastro qui n'est pas très cher, vous avez une autre solution. Vous allez prendre l'adaptateur donc 3175 vers M42. Et là, cette fois, on va le modifier un tout petit peu, mais c'est une modification non destructive. Vous allez prendre le bloc optique de votre lentille de Barlow et vous allez prendre tout simplement un ticket de métro en papier, par exemple les tickets de métro parisiens. Et donc, avec ce ticket de métro, vous allez faire une bague en papier. Il faut faire à peu près 2 tours. Donc, on la collera avec de la colle à bois. C'est une colle qui n'abîme pas le métal, qui peut se nettoyer à l'eau, donc c'est quand même pas mal. Et qui tient et qui colle très très bien le papier. Une fois que vous avez fait vos 2 tours, vous avez quelque chose qui va être à peu près voilà, à flanc du diamètre extérieur. Et une fois que vous avez ceci, vous allez tout simplement le scotcher à la partie donc en 3175. Vous allez éventuellement combler la gorge là aussi avec du ticket de métro et vous allez faire ce montage. Donc certes, la lentille de Barlow est un petit peu plus loin du système de prisme de notre ADC, mais si on compare avec la lentille avec la Barlow d'origine, eh bien on voit qu'on a quand même bien gagné au niveau du tirage avant vis-à-vis des prismes. C'est le montage que j'ai utilisé jusqu'à présent en fait avec mon ADC et les photos que vous avez vues du 22 août 2019, elles ont été faites avec ce montage. Et là, l'ensemble, on viendra le fixer ici, tout simplement. Et vous avez finalement la Barlow qui est quand même assez avancée dans le porte-oculaire, donc vous allez avoir une possibilité peut-être un petit peu plus facile d'arriver à trouver le focus derrière. On jouera ensuite avec les bagues qui sont ici pour avoir le bon facteur de grossissement
vis-à-vis de l'échantillonnage de votre imageur. Ce mécanisme-là marche, je l'ai utilisé longtemps. Le seul défaut que vous allez avoir, c'est quand même un risque d'avoir du tilt. Vous voyez qu'on peut introduire du jeu, donc on va pouvoir essayer de faire un petit peu mieux. Alors si maintenant votre porte-oculaire est en 2 pouces, vous allez utiliser l'adaptateur Piero Astro AC104. Celui-ci, en fait, fonctionne sur le même principe que l'autre, mais avec comme différence, c'est qu'il est directement en 2 pouces, et donc vous allez l'insérer dedans, comme vous mettez par exemple cette Big Barlow 2 pouces dans votre porte-oculaire. Et là, à ce moment-là, avec le serrage annulaire en 2 pouces, vous allez avoir quelque chose de fiable et qui ne va pas bouger, vous n'allez pas avoir de tilt, et ensuite vous allez continuer votre montage de façon vissée. La dernière possibilité, c'est d'avoir en fait directement un filetage M42 sur votre télescope. Il y a certains télescopes qui ont ça. Vous pouvez également avoir ça sur certains correcteurs. Ici, le correcteur MPCC Mark III de chez Baader. Donc il est maintenant intégré dans la cage du secondaire de mon Slimstroke. Et donc là, à ce moment-là, vous prenez l'adaptateur donc de chez Piero Astro directement en M42. Et il suffit de visser sur le pas de vis en M42. Voilà, on se retrouve avec un montage qui est intégralement vissé. Et donc là, en termes de tilt, on a beaucoup moins de tilt, forcément. Le tilt, c'est ce phénomène finalement de jeu qu'il va y avoir. Et avec le poids, finalement, on va travailler un petit peu en défocalisé. On va altérer un petit peu nos images. Ce qui nous conduit à répondre à la question dont je vous parlais au moment de l'introduction, à savoir est-ce qu'on peut utiliser ou pas notre ADC avec un correcteur de coma. Dans l'absolu et dans un monde théorique, on peut raisonnablement se poser la question en se disant que nous allons avoir des prismes qui vont dévier la lumière. La lumière était vraiment dans l'axe finalement entre les prismes et notre imageur, et donc ça veut dire qu'en réalité la lumière qui arrive sur les prismes en fait est une lumière qui est déviée et dont la déviation est ensuite compensée par les prismes. Et donc qui dit lumière déviée sur un télescope de type Newton dit qu'on a de la coma. Dans l'absolu c'est vrai, mais en réalité il se trouve qu'on est quand même avec une Barlow en amont et on va travailler en réalité vraiment avec la partie extrêmement centrale donc de l'image aérienne et globalement de l'image qui nous provient. La déviation par les prismes est de quelques secondes d'arc, elle n'est pas non plus absolument énorme. Donc en réalité, le correcteur de coma n'est pas indispensable. Voilà, c'est pas évident de pouvoir vraiment le quantifier. Il faudrait faire l'essai avec et sans pour réellement prouver. Moi, j'aurais tendance à dire que plus on est bas de l'horizon, plus on a de corrections à apporter, donc plus il y aura de déviations, et donc plus on aura potentiellement un petit peu de coma en entrée. Mais a priori, ce phénomène est négligeable. Néanmoins, je pense que je ferai l'essai clairement avec ce montage, puisque maintenant, mon correcteur de coma est installé à demeure dessus. Je peux très bien remplacer la platine ou éventuellement le retirer, puisque j'ai 3 vis pour pouvoir le retirer. Il est vraiment intégré à l'intérieur. Je ferai l'essai avec et sans. Mais il n'y a absolument pas d'obligation a priori d'utiliser un correcteur de coma quand vous faites de la photo ou de l'observation planétaire à très fort grossissement, puisque vraiment on est sur la région la plus centrale de l'image aérienne. Or celle-ci est quasiment dépourvue de coma. La coma, vraiment, elle est proportion de l'éloignement par rapport à l'axe optique de l'instrument. À la question de savoir où est-ce que vous allez placer un éventuel filtre, eh bien la réponse elle est assez simple. Le filtre, vous allez le placer au plus proche de votre caméra. La raison elle est simple, c'est que qui dit rajouter un filtre dit que vous allez en fait rajouter forcément de la diffusion. Dès que vous allez rajouter en fait une surface de verre, elle n'est jamais parfaite, même si elle est à lambda sur 10, vous ajoutez toujours un petit peu de diffusion. Et le problème, c'est d'arriver à trouver le montage qui va nous apporter plus que ce qu'il va nous faire perdre. C'est aussi la raison pour laquelle finalement le correcteur de coma, il n'est pas strictement indispensable. Peut-être qu'il va nous faire perdre un peu plus que ce qu'il nous aurait apporté. Il va nous rajouter de la diffusion par rapport à une coma qu'il aurait éventuellement corrigée, donc le gain n'est pas forcément évident. Votre filtre, vous allez donc le placer au plus proche de la caméra. Pourquoi? Parce que cette diffusion, donc le capteur de cette caméra, il est ici, parce que cette diffusion sera moindre à mesure qu'on est proche, et donc finalement, les éventuelles imperfections de ce filtre seront finalement amoindries à mesure que l'image aérienne augmente en taille, et au final vis-à-vis du capteur. Par contre, on veillera à bien le nettoyer. Plutôt que d'avoir finalement un filtre qui soit vraiment à l'entrée et donc
qui soit avant le début du travail de la Barlow, puisque la Barlow va avoir un grandissement de l'image aérienne. Et donc typiquement, votre filtre, on va utiliser un filtre UV IR Cut. Celui-là, c'est le Bader. La raison, elle est très importante, c'est que votre caméra planétaire, elle est défiltrée. Elle est bien sensible dans les infrarouges et elle est également sensible dans les UV. Et là, vous allez avoir deux phénomènes. Si vous laissez passer les infrarouges, eh bien, vous allez avoir un rouge qui va être hyper puissant. Et donc, résultat, vous allez globalement voiler votre image. Et en plus de ça, dans la longueur d'onde du rouge, votre télescope a un pouvoir séparateur moindre. Donc, vous allez globalement flouter un peu votre image. Dans le sens inverse, avec le bleu a une longueur d'onde qui est plus courte. Donc, on a plus de netteté, le pouvoir séparateur de votre instrument est plus élevé dans le bleu que dans le rouge, mais également le bleu est très sensible à la réfraction atmosphérique, la dispersion. Donc, déjà, si l'ADC n'est pas strictement bien réglé, le bleu va en souffrir le plus vite. Et la deuxième, ce qu'on voyait dans les graphes tout à l'heure, et la deuxième chose, c'est que le bleu est extrêmement sensible à la turbulence. Donc si jamais vous avez un ciel qui est turbulent, il faut absolument couper les ultraviolets parce que ça va clairement pourrir vos images. Ce qui nous amène à la dernière question, à savoir pour ceux qui veulent, dans le sens inverse, travailler en ultraviolet. Et c'est typiquement vrai pour ceux qui veulent imager la planète Vénus, puisque la planète Vénus, eh bien, elle a une atmosphère qui est finalement très très blanche, et si on veut commencer à avoir du détail, il va falloir aller travailler dans le bleu, le violet, l'ultraviolet. Et donc là, à ce moment-là, on va plutôt mettre un filtre UV Pass. En fait, c'est le filtre UV Vénus, par exemple, qui coûte quand même assez cher, et donc on va l'utiliser effectivement en cette position. Par contre, on notera quand même une chose, c'est que les prismes des correcteurs de dispersion atmosphérique chinois, les ZWO, les T-Optics ou les Omegon, sont des prismes qui sont faits en BK7. Or, le BK7 coupe quand même les ultraviolets assez vite. On a de l'ultraviolet qui passe, mais par rapport à la totalité de la bande de l'ultraviolet telle que captée par votre imageur, vous avez quand même une petite perte. En revanche, les ADC de chez Piero Astro, et particulièrement les Mark II et III, puisqu'ils ont les mêmes prismes, ce sont des prismes qui sont en silice. Et là, à ce moment-là, ils laissent mieux passer les UV. Vous avez ces graphes qui sont sur la notice donc, de Piero Astro. Je vous laisse vous y reporter tout simplement si vous voulez vraiment explorer cette piste-là. Mais si vraiment vous voulez partir sur de l'imagerie de Vénus, vous allez pouvoir le faire avec un ZWO. C'est vrai, il y en a beaucoup qui le font, mais néanmoins, néanmoins, c'est peut-être un tout petit peu mieux si vraiment vous voulez vous spécialiser là-dedans, d'aller sur l'ADC de Piero Astro. Alors au final, quel est le rapport focal sur diamètre à utiliser? Ce rapport focal sur diamètre, on l'a dit au début de notre épisode, il est d'abord principalement fonction de l'échantillonnage de votre imageur. Si vous avez des gros pixels, des pixels par exemple de 5 micromètres, eh bien vous allez utiliser plutôt un rapport focal sur diamètre assez élevé, forcément. Et c'est en effet ce que vous retrouvez donc dans la page 3 de la notice de Piero Astro. L'ADC s'utilise avec une efficacité maximum pour des systèmes optiques dont le rapport focal sur diamètre est supérieur à 10. Pour la photographie planétaire, on travaillera plus généralement aux alentours de FD égale 20 à 30. Nous recommandons un FD de 20 avec des capteurs couleurs dont les cellules mesurent 5 à 6 microns par exemple. Ou pour les capteurs monochromes entre 3 et 4 microns, puisque là effectivement on a une résolution spatiale qui est plus élevée. Donc là je vous renvoie sur l'épisode sur les capteurs monochromes. Donc si vous avez des capteurs à 3,75 microns comme celui-ci, son échantillonnage adapté, il est à 12,89 je crois de mémoire. Donc là, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin forcément de monter un très très haut rapport focal sur diamètre. Néanmoins, je vous donnerai 3 exemples. La première chose, c'est déjà, moi, avant d'avoir fait donc, repolir le miroir du Slim Stroke par Franck Gruyère. Je précise que là, je suis dans le soleil, mais le miroir est masqué. Avant cela, ça servait à rien de tirer vraiment avec une Barlow x3 à fond, etc. Pourquoi? Parce que finalement, j'avais une information spatiale haute fréquence qui était quasiment inexistante. L'image était quand même assez voilée par le phénomène de diffusion à cause de l'état de surface du miroir industriel qui n'était pas strictement hyper top. Si par contre vous avez un instrument vraiment de très bonne qualité, je pense en particulier au Schmidt-Cassegrain, au Newton Artisan, voire même aux instruments très très haut de gamme comme les Takahashi, et bien là, à ce moment-là, vous allez pouvoir suréchantillonner.
Donc typiquement là, moi je travaille aux alentours de FD égale 13, quelque chose comme ça, donc je suis avec une Barlow x3, puis ensuite je vais ajuster les tirages, etc. Donc progressivement j'en arriverai vraiment à savoir calculer au final mon rapport focal sur diamètre. Mais Philippe Mouniguet, que vous connaissez, qui travaille avec un Celestron C14, il me semble, travaille avec un rapport focal sur diamètre à F20. Il a mis une Barlow x2. Et avec donc un ADC et avec le montage dont nous parlons, donc avec l'adaptateur de chez Piero Astro. Donc à F20, il arrive à avoir des résultats absolument magnifiques donc avec son montage. Vous pouvez prendre également l'exemple de Jean-Luc Dauvergne. Jean-Luc Dauvergne, lui, travaille avec un Takahashi Melon 250. Donc le Takahashi Melon, c'est un instrument dont la qualité des miroirs est telle qu'elle est garantie à lambda sur 20. C'est le seul industriel, je crois, qui propose ce niveau de qualité. C'est vraiment exceptionnel. Maintenant, le prix est aussi en proportion, bien évidemment. Et donc lui travaille carrément avec un rapport focal sur diamètre à F25. Il a un montage qui est à peu près similaire. En fait, il n'a pas acheté l'adaptateur de chez Piero Astro, il en a bricolé un lui-même, mais il est sur ce même principe de mettre la Barlow vraiment au plus proche de son ADC et ensuite de travailler sur le tirage pour pouvoir avoir ensuite derrière son rapport d'échantillonnage correct. Et on notera que ces deux-là travaillent avec l'ADC de chez ZWO également, comme moi. Donc, on ne peut pas dire réellement que la qualité de l'ADC ZWO est mauvaise. Il faudrait vraiment faire le test avec un même instrument très très haut de gamme, sous un très bon ciel, voilà, dans les mêmes conditions, avec l'ADC de chez Piero Astro et l'ADC de chez ZWO. Donc, il y a peut-être une différence de qualité. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas vraiment vous dire. Moi, là où je vois un très gros avantage dans l'ADC Mark III de chez Piero Astro, c'est la manipulation. Et c'est l'angle des prismes qui est quand même très intéressant quand on va travailler vraiment très très bas. Et en fait, à mesure que vous allez avoir des capteurs avec des plus petits pixels, puisqu'on maintenant on a des capteurs à 2,5 microns par pixel, et bien votre rapport focal sur diamètre il va être de plus en plus faible. Et donc le tirage que vous allez avoir ici va être de plus en plus faible. Donc il va falloir avoir des prismes à 2,5 degrés. Et donc l'ADC Piero Astro est très très intéressant. Si vous avez vraiment un capteur à 2,5 micromètres, prenez l'ADC Mark III de chez Piero Astro, ça vraiment je vous le conseille. Et ensuite, la petite molette pour la manipulation de l'ADC chez Piero Astro est quand même super bien foutue, parce que ça nous permet de travailler l'angle et de travailler la force de la correction de façon indépendante. Et pour avoir donc fait les tests avec donc, le logiciel Fire Capture, je peux vous garantir que c'est quand même un petit peu plus facile à manipuler. Voilà un peu les considérations qui pourront vous aider dans votre choix. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre les tenants et les aboutissants à propos donc de ces correcteurs de dispersion atmosphérique. Où les acheter? Et bien finalement, vous connaissez la carte que je vous avais déjà présentée sur la chaîne à l'occasion de l'épisode sur le choix des télescopes. Vous pouvez l'acheter sur différents sites marchands et magasins donc, qui vendent du matériel astronomique. Néanmoins, et je ne touche absolument rien à vous prodiguer ce conseil, je ne saurais que vous demander d'aller les acheter chez Piero Astro, même si vous achetez le ZWO, le TS Optics ou le Omégon. La raison, elle en est simple, c'est que Piero Astro, vous savez que déposer un brevet coûte excessivement cher, et particulièrement si vous voulez déposer un brevet à l'échelle mondiale. Or, maintenant, le marché est complètement mondialisé. Et donc, la conséquence, c'est que Piero Astro s'est quelque part fait voler un peu le concept donc par les marques concurrentes. Et au final, bien évidemment, ces marques concurrentes, vu qu'elles ont proposé des ADC beaucoup moins chers, elles en ont écoulé beaucoup. Piero Astro propose des ADC quand même plus qualitatifs. Les prismes, a priori, voilà, il y a toujours un petit peu de jeu sur les prismes donc de chez ZWO. Alors une fois qu'ils sont serrés, ça va. Par contre, moi, j'ai pas trop vu de jeu sur l'ADC Mark III que j'ai pu manipuler au moment de l'enregistrement de cet épisode. Et donc, je ne saurais que vous demander d'aller les acheter chez Piero Astro, ne serait-ce pour l'encourager, parce que si on n'encourage pas des gens comme lui qui essayent de développer des produits originaux et répondre réellement à des vraies solutions, eh ben, c'est un peu dommage. Et ne serait-ce que d'acheter le petit adaptateur, donc AC104, AC105, et ben c'est déjà quelque chose. Et en plus de ça, ces adaptateurs sont fabriqués en France, donc par la société SkyMeca. Là aussi, il faut les encourager parce que SkyMeca donc, peut aussi vous tourner des pièces strictement sur mesure
et ce serait un peu trop dommage que cette société doive fermer la boutique tout simplement par faute de clients. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est qu'un correcteur de dispersion atmosphérique, ça marche très bien, et par l'expérience, puisque ça fait plus d'1 an maintenant que j'en utilise, eh ben, c'est un accessoire indispensable, et aujourd'hui je ne m'en passerai plus, c'est très clair. Même si vous utilisez un ZWO, voilà, ça marche vraiment très très bien, pour peu qu'on ait compris comment l'utiliser, quelles sont un petit peu les règles, etc., et qu'on l'ait réglé correctement. Voilà. N'hésitez pas donc à partager cet épisode autour de vous, voilà, pour soutenir la chaîne en quelques clics. Vous connaissez la musique. Vous retrouverez bien sûr cet épisode dans la playlist sur les accessoires optiques. Voilà, et n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, quand vous tapez ADC ZWO sur YouTube, vous tombez sur une chaîne d'une personne qui nous aboutit à la conclusion de dire « je trouve pas que ce soit efficace », alors que c'est complètement faux. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.